Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, 16h à Osaka au Japon. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, les titres. Le Premier ministre à Osaka pour vendre la destination Mali. Les chefs du gouvernement participent ce vendredi au Business Forum Mali et Japon. 120 journalistes et communicateurs montent au créneau pour dénoncer le blocus médiatique. Ils sont réunis à Caracas pour un forum international dénommé La Voix du Nouveau Monde. Le Mali y est représenté. L'Union africaine appelle ses membres à ne pas reconnaître le gouvernement parallèle formé par les paramilitaires du Soudan. L'UA affirme vouloir s'opposer à la fragmentation du pays. Ils ont choisi la voie de la formation plutôt que des distractions pendant les vacances scolaires. Beaucoup d'élèves apprennent en ce moment des métiers tels que la mécanique et la menuiserie, des occupations qui ne sont pas du goût de tous les parents. C'est le grand format de cette édition. Les Aigles Dames du Mali se qualifient pour les demi-finales de l'Afro-Basket qui se joue en Côte d'Ivoire. Et les rencontres demain samedi les Sud-Soudanaises pour une place en finale. Comment revoir à la hausse la contribution de la diaspora malienne, surtout la rendre encore plus efficace? C'est l'objectif d'un forum international de la diaspora qui vient de se tenir à Bamako, à l'issue duquel une vingtaine de recommandations ont été formulées. La chronique du développement de ce vendredi s'intéresse à 3 d'entre elles dites prioritaires. Et c'est tout pour les titres. Nous ouvrons cette édition avec ce décret présidentiel. Décret numéro 20-25-05-27 PTRM du 31 juillet 2025 portant convocation du Conseil national de transition en session extraordinaire. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition révisée, décrète. Article 1er, le Conseil national de transition est convoqué en session extraordinaire le vendredi 1er août 2025. Article 2, l'ordre du jour de cette session porte sur l'examen des projets de loi ci-après. Projet de loi portant charte nationale de la paix et de la réconciliation nationale. Projet de loi portant règlement du budget d'État 2020. Projet de loi portant règlement du budget d'État 2021. Projet de loi portant règlement du budget d'État 2022. Projet de loi portant création de la Direction générale de l'administration pénitentiaire. Projet de loi portant création du commandement des opérations spéciales. Projet de loi portant modification de l'ordonnance 2023-001 PTRM du 12 janvier 2023, modifié portant création des centres de recherche et de formation pour les industries légères et textiles. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance 2025-023 PTRM du 16 juillet 2025, autorisant la ratification de l'accord de financement additionnel du projet de résilience urbaine de Bamako-Pruba, signé à Bamako le 21 mai 2025 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement IDA. Projet de loi organique déterminant les modalités d'application de l'article 153 de la Constitution relatif à l'exception d'inconstitutionnalité. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 31 juillet 2025, signé le président de la transition. 4 jours de promotion et de partage des bonnes pratiques en matière d'architecture et de construction. C'est l'objectif que se fixe le premier salon malien de l'architecture. Le rendez-vous de Bamako se penche sur le thème Habitat durable, culture et innovation. Au cours de ces salons, les professionnels du secteur se doivent de relever 3 défis majeurs, dont celui de l'habitat accessible et digne. Le reste dans ce compte rendu de Alousseni Touré. Si le salon malien de l'architecture n'existait pas, il aurait fallu le créer. Fort heureusement, il existe grâce à l'initiative d'une dame, Mariam Keita. Le thème du SAMAC traduit son ambition. Abdraman Sidibé, président de l'Ordre des architectes du Mali. Le thème est retenu cette année, Habitat durable, culture et innovation, résonne avec l'urgence et la nécessité de repenser notre cadre bâti à l'aune du développement durable. Il nous invite à une introspection collective sur nos pratiques, nos responsabilités et notre capacité à construire un avenir plus résilient. L'objectif du SAMAC ne se limite pas uniquement à cette ambition nationale de promotion d'un urbanisme durable, moins cher, mettant l'accent sur les matériaux locaux. Il vise le développement et la construction d'une architecture dont le rayonnement dépasse la sous-région pour toucher l'ensemble du continent. Donatien
Kasseye Kalomé, président de l'Ordre des architectes africains. Il ne s'agit pas pour nous, architectes africains, de copier les modèles venus d'ailleurs, souvent inadaptés à nos réalités climatiques et culturelles. Il s'agit de réinventer une approche architecturale proprement africaine qui conjugue durabilité environnementale en recourant aux matériaux locaux, aux principes bioclimatiques, à la sobriété énergétique et à la valorisation des écosystèmes. Colonel Abdelkadri Amadou Daouda, ministre nigérien de l'urbanisme et de l'habitat. Je pense qu'au-delà d'un salon, il faut avoir la perception que cette rencontre a une dimension panafricaine et dans laquelle je pense que beaucoup de projets et d'ambitions peuvent émerger. Le ministre en charge de l'urbanisme a fixé les véritables objectifs du SAMAC sous forme de défis. Imran Abdoulaye Touré. 3 grands défis nous interpellent. Le défi de l'habitat accessible et digne. Le droit à un logement décent est fondamental. Il est temps de concevoir des habitats économiques, écologiques et enracinés dans les modes de vie locaux. Le défi de l'adaptation aux crises climatiques face à la chaleur extrême, aux inondations, à l'insalubrité, nos constructions doivent épouser le climat. Le défi culturel et social, construire, c'est aussi exprimer notre identité. Trop souvent, nos villes perdent leur âme, copiées sur des modèles étrangers. Il est temps de reconstruire une architecture qui nous ressemble. Le Salon malien de l'habitat est certes l'œuvre des architectes qui en sont les initiateurs, mais il a bénéficié de la participation active de tous les professionnels du cadre bâti. Il prendra fin le 3 août prochain. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga est depuis hier à Osaka, au Japon. Le chef du gouvernement participe à l'exposition universelle Osaka 2025. La journée de ce vendredi est consacrée au Business Forum au Mali-Japon. Les patrons de l'administration malienne doivent saisir l'occasion pour vendre la destination Mali. Nous y reviendrons dans nos futures éditions. D'Osaka, cap sur Caracas au Venezuela, où 120 journalistes et communicateurs donnent de la voix et dénoncent le blocus médiatique. Ils sont venus de 50 pays du monde pour défendre la liberté d'expression et l'accès à la vérité. Les plaidoyers menés à la faveur d'un forum international dénommé La Voix du Nouveau Monde. Le Mali y est représenté, nous dit notre envoyé spécial Baraki Sawatara. À Caracas, la capitale vénézuélienne, la révolution médiatique est en marche. Les journalistes du monde entier ont répondu présents. Il s'agit des pays d'Afrique, des Caraïbes, la Russie et les pays de l'Extrême-Orient. Au moins 200 professionnels de médias ont élevé la voix contre le blocus médiatique. Une armée redoutable en temps de guerre et dont plusieurs pays du Sud sont victimes. Le Forum international des voix du Nouveau Monde appelle donc à l'alliance des journalistes pour défendre la liberté de la presse et lutter contre le blackout médiatique imposé par la presse hégémonique. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette rencontre. Les défis de la communication dans les pays du Sud, la liberté d'expression des autres, le journalisme debout contre la dictature de l'algorithme. Au pupitre, les patrons de presse des différents pays se sont succédés et certaines personnalités chinoises et russes sont intervenus par visioconférence. Tous ont salué la tenue de ce forum. À la voix du Nouveau Monde, le Mali, à travers le directeur général de l'ERTM, Hassan Baba Djombélé, a joint la sienne pour dire non à la désinformation et à la manipulation de l'information. Au cours de ce forum, les journalistes du monde entier ont démontré une forte mobilisation pour la cause palestinienne. Au terme de la rencontre, une alliance de journalistes au service de la communication du Sud global est née. Elle promet de respecter et défendre la vérité, d'être le porte-parole des minorités, de lutter contre l'usage du mensonge et la stigmatisation du peuple et enfin rendre l'humanité plus humaine. Caracas, Baraki Sawatara pour l'ORTM. Du Venezuela, rendons-nous aux États-Unis où le président Donald Trump a signé hier soir un décret qui impose une hausse des droits de douane pour des dizaines de pays dans le monde avec qui Washington estime avoir un déficit commercial plus ou moins marqué. Ces droits de douane prennent effet le 7 août prochain. Ils s'échelonnent entre 10% et 41%. L'Union africaine appelle ses membres à ne pas reconnaître le gouvernement parallèle formé par les paramilitaires du Soudan et leurs alliés le 26 juillet dernier. L'UA affirme vouloir s'opposer à la fragmentation du pays et condamne toutes les formes d'ingérence extérieure qui alimentent le conflit soudanais en violation flagrante des résolutions de l'ONU.
Sur invitation de son homologue turc, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé mercredi à Ankara pour une visite d'État. Une première sur le sol turc depuis son accession au pouvoir. Le chef de l'État gabonais entend proposer un nouveau cadre de coopération orienté vers la transformation locale des ressources et l'ouverture économique du pays. Il a eu un tête-à-tête avec Recep Tayyip Erdogan sur la défense, la diplomatie ou encore la formation professionnelle. La première ministre italienne est en visite à Tunisie. Giorgia Meloni s'est entretenue hier au palais présidentiel de Carthage avec le chef de l'État Kais Saïed. Rome et Tunis entendent renforcer leur coopération à travers le plan Mattei, une initiative italienne visant à freiner les migrations irrégulières et en créant des opportunités économiques sur le continent. En République démocratique du Congo, le procès de l'ancien président Joseph Kabila s'est poursuivi hier devant la haute cour militaire. Déchu de ses immunités parlementaires en mai dernier, il est poursuivi pour une série de chefs d'accusation, notamment participation à un mouvement insurrectionnel, crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, occupation armée de la ville de Goma. La prochaine audience aura lieu dans une semaine, le temps pour les avocats des parties civiles d'examiner les pièces du dossier. Enfin, au Nigeria, les infirmières et les sages-femmes du secteur public sont en grève depuis hier, un mouvement d'une semaine pour réclamer de meilleures conditions de travail et une revalorisation des salaires. Elles menacent d'aller à une grève illimitée si leurs revendications ne sont pas satisfaites. AES Actualité. Niamey, capitale du numérique, le temps de la deuxième édition de la semaine de l'intelligence artificielle et des technologies géospatiales. Au centre de la réflexion, intelligence artificielle et données massives, relever les défis de la gouvernance. L'ambition du pays est de faire des nouvelles technologies un secteur transversal de la dynamique économique et de la création d'emplois. C'est ce que nous raconte Hassan Ouedraogo de la Voix du Sahel. Intelligence artificielle et données massives, relever les défis et la gouvernance, tel est le thème central de cette deuxième édition de la semaine de l'intelligence artificielle et des technologies géospatiales SIATEG. Un rendez-vous stratégique qui répond à un besoin fondamental, comme l'a souligné le promoteur de l'événement, Dr Barkawi Mansour, en insistant sur l'importance cruciale de cette thématique dans le contexte actuel. Nous vivons une époque charnière. Les nations qui maîtrisent l'intelligence artificielle et les données deviennent plus résilientes, plus performantes, plus souveraines et encore beaucoup plus puissante. Pour sa part, le président de la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel, Hiro Amadou, a rappelé l'intérêt particulier que son institution accorde au numérique, notamment à l'intelligence artificielle. Saluant cette initiative, la directrice générale de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI, Mme Anne-Rachel Marcel, a réitéré que cette semaine constitue une opportunité pour faire du Niger un pays innovant, doté d'une véritable souveraineté numérique. Il est donc important que former, innover, collaborer deviennent des impératifs pour nous, car ce sont des opportunités concrètes qui s'offrent à nous. Le ministre de la Communication, Haji Ali Salatou, a souligné que cette initiative répond pleinement aux attentes des autorités de la refondation. Le thème qui nous rassemble, intelligence artificielle et données massives, relever les défis de la gouvernance, s'inscrit dans la vision de son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, de faire des technologies de l'information et de la communication un secteur transversal de la dynamique économique et de la création d'emplois. Durant les 72 heures de cette semaine, les participants prendront part à des échanges, des partages d'expériences et des réflexions autour des enjeux. Une démarche de réflexion collective proposer les bases d'un secteur numérique fiable, sécurisé et au service du développement. Du développement à la solidarité, partons à Zignaré, dans l'Oubretenga, pour parler du quotidien des familles déplacées et d'enfants orphelins. Nous sommes au Burkina Faso. Ici, chaque geste solidaire devient une réponse concrète à la détresse et un levier de résilience pour les plus vulnérables. Immersion au cœur des actions du ministère de l'Action humanitaire sous la conduite de Brice, qui intègre de la radio du Burkina. Ziaré, sous un ciel nuageux, Rasmane Sawadogo, la cinquantaine, il fait partie du groupe de 40 personnes vulnérables à recevoir une tonne de riz à la direction provinciale de l'action humanitaire de l'Oubretenga. L'important appui en vue lui tombe du ciel, confie-t-il. Nous rendons grâce à Dieu et remercions l'action sociale. C'est une grande joie pour nous à chaque instant de recevoir des vivres pour nourrir nos familles. Cet appui nous met à l'abri du besoin.
Issa Kawedrago, ancien éleveur dans un des villages du Sarmatenga, est aujourd'hui sans troupeau. Installé à Zignaré depuis 3 ans avec sa femme, ses enfants et une dizaine de membres de sa famille, il a vu sa vie basculer depuis les premières attaques terroristes dans sa localité. Il se débrouille pour survivre, mais l'appui du ministère en vivre lui redonne un peu de dignité. Je suis venu avec 27 personnes. Grâce à l'action sociale, ils ont donné de riz. Voilà, ça compte au moins 25 kilos de riz. Donc vraiment, il les remercie bien. Alors que Dieu les bénisse. On se débrouille seulement. Les femmes font un peu de lavage. Moi aussi, je me débrouille dans les différentes associations là. L'aide apportée aux personnes vulnérables et déplacées internes de l'Oubritanga vise à répondre à l'urgence, précise la chef de service solidarité et assistance humanitaire de la direction provinciale de l'action humanitaire, Adeline Kaboré. Pour 2025, on a eu un don de l'agriculture et 3 tonnes de riz répartis entre 3 communes. C'est destiné aux personnes déplacées internes et aux populations hautes vulnérables pour que, en tout cas, ils puissent se relever. Dans cette même dynamique, plusieurs élèves vulnérables ou orphelins sont bénéficiaires de l'accompagnement du ministère pour leur scolarité. Fatimata Koudkou, élève en classe de première dans un des lycées de Ziaré, a été maintenue grâce à l'appui direct du ministère de l'Action humanitaire. Ça m'a beaucoup aidé. On est 5, comme on s'occupe déjà de moi, maman peut prendre les dépenses qu'elle pouvait faire sur mes études, investir sur d'autres choses et puis sur mes frères. Parce que le fait qu'on m'aide, ça m'encourage aussi à travailler en passant terminale. L'aide du ministère a eu un impact concret. Sans elle, plusieurs élèves vulnérables ou orphelins auraient quitté les bancs. Martine Passéré, prise en charge depuis sa classe de CE2, vient de décrocher cette année son baccalauréat. J'aimerais dire merci à l'action sociale, puisque au début ça n'a pas été simple. Bon, on n'avait pas les moyens financiers pour me soutenir au niveau de la scolarisation. Mais grâce à l'action sociale, en tout cas, je rends grâce à Dieu. Je les remercie aussi. L'appui scolaire du ministère de l'Action humanitaire n'est pas un simple geste, c'est un engagement pour l'avenir, une main tendue vers les enfants les plus fragiles, explique le chef de service famille et enfants de la direction provinciale de l'Action humanitaire, Sayouba Koumbem. Ce que nous apportons, c'est les frais de scolarité et par moment aussi des kits scolaires également qu'on leur donne. Et lorsque nous avons le soutien et qu'on arrive à aller payer les frais de scolarité, vraiment c'est un soulagement. Et là également aussi, là-bas, généralement, ils prennent les frais de totalité totalement. Ce programme en tout cas, ça vient aider la population, surtout au niveau des personnes vraiment très vulnérables. Donc les accompagner au niveau des frais de scolarité, ça permet vraiment de maintenir les enfants à l'école également. Surtout les jeunes filles également souvent qui sont victimes de mariage d'enfants en cas d'échec. Dans l'Oubritanga, l'intervention du ministère de l'Action humanitaire ne se limite pas à une réponse ponctuelle. Pour ces familles vulnérables ou déplacées, ces élèves orphelins ou en situation de vulnérabilité, elle incarne une stratégie d'accompagnement social durable orientée vers la résilience des plus fragiles. Ils sont élèves et partagent le même désir, celui de s'occuper pendant les 3 mois de vacances. Beaucoup d'entre eux apprennent des métiers tels que la mécanique ou encore la menuiserie. Des occupations qui ne sont pas du goût de tous les parents. Si certains estiment qu'elles permettent de les mettre sur le chemin de la formation professionnelle, d'autres pensent que les enfants doivent s'y reposer pour une bonne reprise des cours. Les deux tendances semblent s'accorder sur une évidence, celle du respect des capacités physiques des apprenants. Dramane Sanogo est allé à la rencontre des différents acteurs. C'est le grand format de cette édition. Assis au sol à côté de son maître, concentré, yeux fixés sur le moteur de la moto, rien ne lui échappe. Il est souvent envoyé prendre une clé parmi tant d'autres pour desserrer ou serrer une vis. Modibo Keïta est un élève de la 7e année. Il préfère apprendre un métier pendant les 3 mois de vacances, car pour lui, personne ne sait de quoi demain sera fait. Je suis venu apprendre le métier de réparateur pendant ces 3 mois de vacances. Je viens parce que cela vaut mieux que de faire les promenades inutiles. Le réparateur de moto Oumar Sinaba est diplômé en comptabilité, mais il est aujourd'hui chef de garage. Ils parviennent à assimiler le métier. Nous leur apprenons à réparer les motos. Ils ne sont pas payés, mais si nous parvenons à faire un bon marché dans la journée, nous leur donnons quelque chose. Un autre élève qui fait la 10e année, Sédou Mungoro, opte pour l'apprentissage de la menuiserie. Je suis venu apprendre le métier de la menuiserie pendant ces 3 mois de vacances, car il n'est pas facile d'avoir un emploi au Mali après les études. Si je finis,
je pourrais exercer ce métier avant d'obtenir le travail de mon diplôme. Moussa Keita est chef d'atelier de la menuiserie. Il priorise la discipline des apprenants pour un apprentissage de qualité. Ils parviennent à assimiler le métier. Je leur apprends à faire les fauteuils, lits, armoires et bibliothèques. Je ne leur paye pas par mois, mais chaque week-end, je leur donne quelque chose pour leurs petits besoins. Le parent d'élève Cheikh Oumar Tamboura encourage les enfants à apprendre un métier pendant les vacances, car c'est la formation professionnelle qui domine aujourd'hui. Quand l'enfant est occupé, déjà, professionnellement surtout, il apprend. Et même si demain, il n'a pas pu réussir à l'école, déjà cette formation lui a déjà appris un métier. Il a déjà un pas d'avance sur d'autres. Donc vraiment, moi je préfère que les enfants apprennent des métiers pendant le vacances. Quand on leur donne de l'argent, non, juste pas pour. Peut-être que le patron ou bien le chef d'atelier, qui sera vraiment content de son apprenti, à la rentrée, peut faire un collier. En revanche, Fousseni Bougoudogo, lui aussi parent d'élèves, préfère préparer les enfants avant la réouverture des classes. Je divise les vacances en deux parties. La première partie, les enfants se reposent, ils se ressourcent en participant à des activités ludiques. Pendant la deuxième phase, je les inscris à des cours de préparation en vue de la nouvelle année scolaire. Selon le sociologue Fodji Tandjigoura, c'est une très bonne chose pour un enfant d'apprendre un métier pendant les vacances, car cela lui donne de nouvelles compétences. Mais tout cela doit se faire en fonction de la capacité physique de l'enfant. Cependant, il faut que ces métiers soient de leur âge et de leur capacité. Parce que vu que ce sont des enfants, ils ne doivent pas faire des travaux qui ne sont pas de leur âge. Les parents doivent veiller à cela. Ils ne peuvent que apprendre des métiers qui sont de leur goût. Et il ne faut pas non plus que ce soit des métiers à tension, de manière à porter un préjudice à la constitution physique de l'enfant. L'argent ne doit pas primer sur l'apprentissage du métier, au point que l'enfant ait l'idée d'abandonner des études, selon le sociologue Fodji Tandjigoura. Oui au travail, oui au petit métier pendant les congés, mais non à la pression. Ce travail ne doit pas être pris au sérieux pour en faire une source de revenus pour les parents, parce que c'est avant tout un mode de socialisation que les parents ne doivent pas comptabiliser dans leurs revenus. Apprendre un métier pendant les vacances, c'est bien, mais l'enfant doit se reposer à un moment donné pour reprendre les cours dans les meilleures dispositions. L'actu des sports, direction la Côte d'Ivoire où l'Afro-Basket se poursuit. Les Aigles dames du Mali affrontent demain samedi les Sud-Soudanaises en demi-finale. En quart de finale joué hier, elles ont battu les Ougandaises 86-68. En foot féminin, le tournoi de qualification pour la Ligue des champions de la CAF aura lieu du 5 au 17 août prochain au Sénégal. Voyons tout cela dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Isaac Tchinou. Afro-Basket féminin Abidjan 2025. Le Mali s'est qualifié hier pour la demi-finale. Les joueuses d'Oumarou Syria ont dominé leur homologue mozambicaine 86-68. Elles affronteront demain le Soudan du Sud en demi-finale. Le résumé de cette rencontre Mali-Mozambique, c'est avec nos envoyés spéciaux à Abidjan, Kodi Sibi et Aboubakar Traoré. Les Mozambicaines ont juste des réactions sporadiques. Ils s'inclinent 23-10 après 10 minutes de jeu. Le jeu malien est de plus en plus fluide. Les joueurs du coach Oumarou ne lâchent pas l'énergie défensive. Elles sont redoutables dans les rebounds et les interceptions. Le patron de l'encadrement technique tourne son effectif et les joueuses du banc sont aussi dans le coup. Les équipes basketeuses ont 15 points de plus à la mi-temps, soit 51 à 36. Les Mozambicaines veulent à tout prix refaire leur retard. Elles réduisent l'écart, mais pas de but qui s'installent dans le camp malien. Nos basketteuses maintiennent le score à une certaine proportion grâce à quelques tirs privés. Elles mènent de 12 points le troisième quart. Légèrement bousculées avant la dernière partie, les nôtres reprennent le contrôle du match. Elles brillent à tous les niveaux. Le collectif est encore la force de l'équipe et aucune joueuse lancée par coach Oumarou n'a déçu. Score final 86-68, soit 18 points d'écart. Oumarou Syria, sélectionneur des Aigles. C'est la satisfaction totale parce que les filles ont répondu présentes dans le jeu. Vraiment, le plan édicté a été respecté à la lettre et on ne peut que s'en réjouir. On sait que le Mozambique est une très grande équipe, une très bonne équipe. Et on s'attendait aussi à ne pas du tout avoir de match facile dans cette compétition. Il y a le piège de 2023 où on a battu le Sénégal en poule. On les a retrouvés en demi-finale, le Sénégal nous a sortis. On a ça encore dans la gorge. Et c'est la même chose parce qu'on va retrouver le Sud-Soudan qu'on a petitement battu mais quand même battu en poule. Donc on va essayer de redoubler de vigilance, de redoubler d'efforts pour que cette fois-ci on sorte du piège sud-soudanais. Rokia Doumbia, meneuse des Aigles dames. Quand nous on se concentre, je vois
quasiment pas aucune équipe qui peut nous arrêter. On était concentrés, on a appliqué les consignes que les coachs nous ont données, c'est juste ça la différence. Les Aigles Dames, larges vainqueurs, retrouveront en demi-finale une équipe du Soudan du Sud qu'elle avait difficilement battue en poule. Abidjan, Kodji Sibi, Aboubakar Traoré à l'Afro-Basket féminin au RTM. L'autre demi-finale se jouera entre le Sénégal, tombeur de la Côte d'Ivoire, pays hôte, et le Nigeria qui a sorti le Cameroun. Handball, championnat national senior, hommes et dames, la compétition se poursuit dans la salle Abdallah Aïdara du stade du 26 mars de Yirimadio. Deux rencontres sont au programme cet après-midi. Centre Maïga de base, il rencontre le centre Omnisport de la Fiabougou. Et juste après, l'ISFAS en découdra avec l'AS Mandé. Hier, l'AS Mandé a été battu par la commune 6 34-24. La commune 2 n'a pas résisté devant l'AS Police 41-26. Et le Sondegao a perdu face au centre Omnisport de Missabougou 47-25. Football féminin pour terminer. Le tournoi de qualification pour la Ligue des champions féminines de la CAF aura lieu du 5 au 17 août au Sénégal. La compétition se déroulerait en forme de poule unique et seule l'équipe championne se qualifiera pour la Ligue des champions de la CAF. Les matchs se dérouleront au stade annexe du stade Abdoulaye et du stade Latidjo. Le mardi 5 août, déjà en ouverture, les Aigles de la Médina affronteront l'ISFAS de Bamako. Et en seconde heure, Ram Kamara en découdra avec Determined Girls. Et toutes nos excuses pour la qualité défectueuse du compte-rendu du match Mali-Ouganda dans le cadre des quarts de finale de l'Afro-Basket qui se joue à Abidjan en Côte d'Ivoire. Chronique du développement. La diaspora malienne apporte au pays plus de 700 milliards de francs CFA par an selon certains chiffres. Revoir à la hausse cette contribution, surtout la rendre encore plus efficace, c'est l'objectif d'un forum international de la diaspora tenu à Bamako du 17 au 19 juillet dernier, à l'issue duquel une vingtaine de recommandations ont été formulées. La chronique du développement de ce vendredi s'intéresse à 3 de ces recommandations dites prioritaires et les modalités de leur mise en œuvre. Elle est signée Soumela Berthe et Marc Daméli. Le premier forum international de la diaspora a posé les jalons d'un renouveau pour nos compatriotes établis à l'extérieur. Si l'on en croit la batterie de recommandations formulées, dont 3 sont prioritairement ciblées dans le cadre de leur mise en œuvre. Faisons la revue de ces 3 recommandations prioritaires avec Mahamadou Kamara, le secrétaire exécutif du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Il y a eu au total 25 recommandations. Mais je voudrais quand même partager avec vous sur au moins 3 de ces recommandations. Notamment les informations en matière d'investissement en direction de la diaspora, les opportunités d'investissement, les filières porteuses. Il y a également la sécurisation des documents fonciers, la recommandation sur la transformation de la diaspora en une entité administrative. Sans oublier que cette fois-ci, au niveau du forum, alors donc il y avait une forte coloration AUS, c'est un élément important. Faire de la diaspora non pas seulement une source de transfert d'argent, mais surtout porteuse de compétences, d'investissement et de projets de développement. Les recommandations du Forum international s'inscrivent parfaitement dans cette logique. Mahamadou Kamara. En matière de sécurisation, par exemple, des documents fonciers, les Maliens établis à l'extérieur souffrent beaucoup de ce phénomène. Alors, combien sont en conflit devant des tribunaux parce que leurs documents sont contestés alors qu'ils ont acheté en bonne et due forme des parcelles en pensant de bonne foi qu'il n'y aurait aucun problème. Alors donc, même là, au niveau des investissements, certains achètent des terrains. C'est au moment où ils veulent investir là-dessus qu'ils se rendent compte qu'il y a plusieurs propriétaires. Évidemment, la question est très récurrente au Mali. Ça ne concerne pas que les Maliens établis à l'extérieur, mais avec les Maliens établis à l'extérieur, ça prend une autre coloration. Parce que ça, ce n'est pas des résidents, c'est des gens qui viennent de temps en temps. Et quand on leur pose des problèmes comme ça, quand ils vont, ils n'ont plus envie de revenir. Et ça, c'est très mauvais pour l'investissement. Alors donc, ensuite, j'ai parlé d'informations. Il s'agit de donner des informations très très fiables sur les opportunités et permettre par exemple qu'au niveau des ambassades déjà dans leur pays de résidence, ils commencent à faire des formalités avant d'arriver au Mali. Par exemple, immatriculer leur entreprise depuis les ambassades, pourquoi pas? Il ne faut pas que les gens soient obligés de venir au Mali pour créer des entreprises. Les Ghanéens le font, par exemple. Les Ghanéens, tous les Ghanéens de l'extérieur, à partir de leurs ambassades à l'extérieur, ils peuvent créer des entreprises. Ce sont des propositions qui sont très très intéressantes et qu'il faut prendre au sérieux. En ce qui concerne singulièrement la recommandation portant sur la transformation de la diaspora malienne en une entité administrative, elle est censée apporter des innovations majeures. Mais concrètement, qu'est-ce que cette proposition de réforme implique
implique en termes de développement? La réponse avec Mahamadou Kamara. L'idée est venue de l'expérience marocaine. Vous savez que notre histoire avec les Marocains, ils sont venus s'inspirer du modèle d'organisation du Haut Conseil en 2008. Vous savez que les régions au Maroc, on les appelle les wilayas. Il y a 12 wilayas, mais la diaspora marocaine est considérée comme la 13e wilaya. Et donc, il se trouve qu'au niveau de chaque région, il y a un conseil régional d'investissement qui aide les Marocains de l'extérieur à faire des investissements au Maroc. C'est pourquoi nous avons proposé pour les Maliens établis à l'extérieur également, les transformer en une entité administrative, notamment les considérer comme une région du Mali. Évidemment, cela a des implications parce que tout le monde connaît les problèmes des Maliens établis à l'extérieur. On a des problèmes de documents d'identité, on a des problèmes de mobilité à cause de ces problèmes de documents d'identité, on a des problèmes d'investissement, on a des problèmes de recensement, on ne sait pas combien nous sommes à travers le monde. Il y a de nombreux problèmes. Et il y a la sécurisation dont je viens de parler également par rapport aux investissements. Alors quand on a autant de problèmes, alors si on ne crée pas une entité administrative chargée exclusivement de gérer ce phénomène au niveau du Mali, c'est très difficile qu'on y parvienne. D'autant plus que le gouvernement même envisage de faire des Maliens établis à l'extérieur un atout pour le développement du pays. Mais c'est une question d'organisation. Ce problème d'organisation ne peut être bien réglé que si on transforme la diaspora en une entité administrative. Et c'est ce qui a été recommandé. À la question de savoir s'il existait des garanties de mise en œuvre de ces recommandations, le secrétaire exécutif du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur déclare que la création d'un comité de suivi est proposée. Aussi, a-t-il précisé, la diaspora a reçu auprès des plus hautes autorités du pays des gages allant dans ce sens. C'était la chronique du développement et c'était la signature de Soumela Berté, chronique qui met d'ailleurs un terme à cette édition, la première de Mali Actualité, qui vous a été servie par un trio à la mise en onde de Mamadou Boubacar Diallo, à la mise en ligne Mohamed Koulibaly et au micro Bourama Traoré. Restez à l'écoute, Fatim Dameli s'installe juste après moi pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à vous, où que vous soyez.